Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Vous êtes en direct sur Ziana TV, la chaîne au cœur des diasporas. C'est un live spécial que nous vous proposons aujourd'hui pour revenir sur l'actualité du moment. C'est le rapport OCDH, le rapport annuel 2009 sur les droits de l'homme au Congo. Le CDH a produit ce rapport il y a quelques jours, rappelez-vous, lors d'une conférence de presse organisée à Brazzaville. Et vous avez aussi suivi les réactions des autorités congolaises, puisque vous le savez, elles n'ont pas hésité de pouvoir, je dirais, accuser cette organisation d'être à la solde, je dirais, d'autres organisations internationales. Et son directeur général, M. Trésor Nzila, a fait l'objet, je dirais, pas d'une séquestration, mais enfin, il devrait voyager. On l'a retenu à Brazzaville pour des raisons que nous comprendrons sans doute tout à l'heure. Mon invité pour parler de ce rapport OCDH 2009, c'est M. André Ngombe. Bonjour. Bonjour, M. Sir Marcosso. André Ngombe, ces derniers temps, vous avez été très discret sur les médias. Pour quel intérêt et pourquoi on ne vous a pas vu? Non, nous travaillons sur plusieurs chapitres, plusieurs dossiers. Donc, quand nous n'avons pas un message précis à divulguer, il est inutile de multiplier le bruit médiatique. Voilà, en attendant que vous divulguiez aujourd'hui le bruit de ce rapport, rapidement, on vous a vu sur les cimes de l'Himalaya. Je vois que vous êtes revenu un peu plus zen. Oui. Non, nous continuons notre travail, nous l'avions prévu, nous les avions avertis. Nous allons chercher la liberté pour le Congo partout où il faut. Nous construisons des alliances, nous construisons des schémas pour permettre justement, en tout cas dans ce cas de ce voyage-là, de faire pression sur Pékin, qui aujourd'hui est l'un des derniers piliers qui aide le régime Sassou à tenir. Et donc nous allons profiter de cette journée du 10 décembre, qui est la journée nationale des droits de l'homme, pour adresser un message aux amis du Tibet et au monde entier que désormais les intérêts du Congo sont défendus tout le temps et contre n'importe quelle puissance, peu importe sa taille, peu importe sa force. Certains me reprochent en disant ben, s'attaquer à la Chine aujourd'hui, c'est quand même un pari osé. Non, ça c'est la lecture qu'on peut avoir. On ne s'attaque pas à la Chine, on défend les intérêts du Congo. Si demain, cette même Chine change d'opinion, change de position et comprend l'aspiration légitime du peuple congolais, ben, elle est la bienvenue. Mais si elle continue de manière obstinée et irresponsable à soutenir un régime criminel, un régime génocidaire, un régime kleptocratique, ben, elle aura les Congolais en face d'elle, partout où ils peuvent se mobiliser contre les intérêts de Pékin. Donc c'est une affaire d'intérêt, c'est pas une affaire de passion, c'est pas une affaire d'amour. Voilà, une affaire d'intérêt et notre intérêt avec vous de vous avoir aujourd'hui sur notre plateau, André Ngombe, c'est pour revenir sur le rapport OCDH 2019. Alors, comme on l'a toujours fait très souvent quand vous passiez ici sur ce type de rapport, notamment même sur le rapport Sassofi, j'aimerais d'abord que vous nous dressiez un état général en fait. Comment peut-on comprendre ce rapport aujourd'hui? Ce rapport, il intervient 2 ans après le dernier rapport, le précédent qui était de 2016, qui déjà avait brossé le panorama de la terreur au Congo. La nouveauté aujourd'hui dans ce rapport 2019, c'est que à la partie qu'on peut appeler purement droits humains habituels, s'est ajoutée une notion de droits socio-économiques, de droits environnementaux, et qui en fait permettent, en tout cas dans la vue panoramique de ce rapport, de comprendre non seulement que nous sommes dans un état de non-droit, mais surtout qu'il y a ce que nous avions identifié déjà à peu près à discuter comme une maladie congolaise. Tout le monde connaît la maladie hollandaise quand il s'agit du pétrole, mais la maladie congolaise, s'il faut la définir, c'est un État, bien sous tous les rapports, qui ratifie des traités, qui signe des conventions, qui sort des décrets. Sur le papier, le Congo a l'arsenal juridique, législatif, l'un des plus avancés en matière de droit. Mais sur le terrain, au quotidien, une culture de la violence politique, une culture du meurtre, une culture de la torture qui est disséminée et protégée par les tenants même du régime. Donc c'est ce que ce rapport permet de comprendre, en tout cas profondément.
On va aller dans les cas concrets d'Andrian Gombe. Il y a un cas qui a quand même ému les Congolais entre 2016 et 2018. C'est le cas de Chakona. Ces jeunes qui sont morts à Chakona, très jeunes aujourd'hui. Il y a eu un procès. Je viens de dire, la chose jugée, on n'arrive plus. Sauf qu'il y a une insatisfaction aujourd'hui, notamment au sein de la société civile, quand on lit ce rapport au CDH. Oui, il y a une insatisfaction parce que, évidemment, les vrais commanditaires, c'est-à-dire la chaîne de commandement, n'a pas été impliquée. Les exécutants croupissent actuellement en prison. Mais les commanditaires sont toujours libres de circuler. Et le principal commanditaire, qui est le chef de la police, M. Jean-François Ndengue, qui est un criminel de guerre recherché, continue à diriger la police congolaise. Donc il y a une forme de fusible qu'on fait avec les petits sergents, les petits commissaires, mais l'architecture même de la violence est toujours là. Mais avant d'aborder Chakona, qui est vraiment, comme on dit, la chose qui fixe le regard, oui, c'est... Qu'est-ce que la violence politique au Congo? La violence politique au Congo, c'est d'abord le fait, les plus gros cas, les deux avis du groupe de travail des experts de l'ONU, donc c'est l'avis numéro 5 de 2018 et l'avis numéro 56 de 2018, où un groupe de travail de l'ONU se réunit, étudie les conditions de détention des deux principaux prisonniers politiques, M. André Okombi Salissa et le général Jean-Marie Michel Mokoko, et de manière extrêmement objective, c'est-à-dire avec les informations fournies, décide que ces détentions sont arbitraires. Ces avis exigent de l'État congolais de libérer immédiatement les deux prisonniers et de compenser, donc de réparer l'arbitraire dont ils ont été les victimes. Pourtant, le Congo, qui est signataire de la Convention des droits de l'homme, qui est membre de l'ONU, doit, au titre des avis, au moins prendre une étude et ensuite décréter s'ils suivent l'avis ou pas. Non, il y a eu un rejet en bloc du Congo, sans étudier le fond du problème. Et le rapport montre que le fait de rejeter cet avis de manière aussi péremptoire constitue en lui-même encore une violation de la signature du Congo. Le deuxième point, c'est le point de la surpopulation dans les prisons. Le rapport donne des chiffres. La prison de Pointe-Noire, construite sous la colonisation, était prévue pour 75 personnes. Aujourd'hui, la population totale avoisine 500 personnes. Là, on parle de la maison d'arrêt. La maison d'arrêt de Pointe-Noire. La maison d'arrêt de Brazzaville était prévue, construite aux alentours des années 1930, quelque chose comme ça, était prévue pour 180 personnes. Aujourd'hui, nous sommes à 1000 personnes. Et il donne le cas de la prison de Wesso, qui était construite dans les mêmes années pour 50 personnes, et nous sommes à 200 personnes. Donc, ces conditions de détention, déjà, pour le commun des mortels, là on ne parle même plus de Mokoko, Okombi, constituent en elles-mêmes une violation des conventions que le Congo a signées sur les droits de l'homme, sur l'univers carcéral, sur la protection y compris des prisonniers. Et là, vous avez exactement ce que j'appelle bien la maladie congolaise. Qui est en charge des prisons? Le ministre de l'Intérieur, en coopération avec le ministère de la Justice. Le ministre de l'Intérieur, M. Mboulou, a un budget obligatoire pour les prisons. Où va ce budget? Le ministre de la Justice, qui normalement est en charge des lieux de privation de liberté, a-t-il, à la lumière de ce rapport, décrété ce qu'on appelle une commission d'enquête qui va faire le tour des prisons pour s'enquérir des conditions? Est-ce que la prison est la seule façon aujourd'hui de pénaliser les gens? Non. Il y a d'autres types de façons de réinsérer des prisonniers, plutôt des délinquants ou des criminels. Il n'y a pas que la prison. Vu que il s'était gargarisé les 10 dernières années d'un budget excédentaire et de municipalisation accélérée, est-ce qu'il y a une politique judiciaire au Congo? Le rapport prouve que non. Tout est basé sur la manipulation de l'opinion internationale, donc avec la signature et la ratification des traités, mais à l'intérieur du pays, c'est la violence politique. Voilà, on parle de violence politique, mesdames et messieurs. Vous êtes donc en direct, bien sûr, sur Ziana TV. Mon invité est M. Andrian Gombe, coordonnateur du collectif Ça Suffit. Avec lui, nous décryptons le rapport OCDH 2019
sur les droits de l'homme au Congo. Là, on a eu déjà un cadre général par rapport aux violations, notamment des conventions que le Congo signe. Concrètement, maintenant, vous avez parlé du cas au Combi. Concrètement, qu'est-ce qu'on a pris? On reviendra sur Chakona qui est assez spécial, vous nous avez dit, c'est ça qui fixe le regard. Concrètement, qu'est-ce qu'il y a comme cas, je dirais, tangible en termes de chiffres qui peuvent aujourd'hui dire, voilà, égayer, étayer les thèses soutenues dans ce rapport en disant aujourd'hui le caractère, je dirais, comme certains l'ont qualifié, barbare du régime de Brazzaville. Barbare, ce serait même facile de le dire. On l'a dit nous-mêmes plusieurs fois, barbare. Non, cela est voulu. Ce dispositif qui fonctionne en prison clandestine, prison semi-officielle, prison officielle, vise à la répression, c'est-à-dire à traumatiser les populations pour empêcher toute forme d'organisation sociale, mouvement social de prendre forme et de contester la politique. C'est-à-dire que cette politique de terreur vise à la conservation du pouvoir. Elle n'est pas gratuite, ce n'est pas de la simple barbarie du fait qu'on n'est pas content, non. Elle vise à faire des exemples pour empêcher toute mobilisation citoyenne. Donc nous avons des cas. Un cas d'un jeune nommé Gatse Christ, 19 ans, corps retrouvé le 10 juillet 2018, assassiné par la police du quartier Masengo. Nous avons un autre cas, David Tsiba Valaka, qui est un jeune proche des milieux du pouvoir, assassiné, retrouvé le 23 juillet 2018, torturé. Il avait pissé du sang dans sa prison. À aucun moment on a voulu l'évacuer. À aucun moment, même les policiers en charge n'ont réagi comme devraient le faire des forces de l'ordre normales. Nous avons le cas, là vraiment je vais juste prendre des cas les plus saillants parce qu'ils sont très parlants, pour montrer le caractère même d'impunité, comme j'ai dit, de politique de conservation du pouvoir. Nous avons suivi le cas de M. Omet Mabiala. Omet Mabiala est un jeune originaire de la Nyanga, donc originaire du même coin que Hermela Doukaga, qui est la ministre de la Jeunesse de M. Sassou. Le 28 septembre 2017, il est torturé par la garde de la ministre, notamment un certain Niklé Zamba. Il est torturé, molesté, pour avoir contesté l'élection, la fraude qu'ils ont constatée durant l'élection législative à laquelle s'était présenté Hermela Doukaga. Et ce qui est intéressant dans ce cas, c'est qu'il est torturé en présence de la ministre, d'après les témoignages, qui était en train de boire du whisky et de proférer des menaces en patois pour faire comprendre que désormais, le petit Sassou de la Nyanga, c'était elle. Pour vous montrer une espèce de duplication, voici le chef fait la violence et jusqu'au plus petit troufion du régime calque la façon de gérer ce qu'ils appellent leurs fiefs électoraux sur la menace. On pourrait dire que c'est le cas isolé de Doukaga. Non, le rapport rapporte le cas de Missier Gervais Tiburs, qui est un partisan d'André Okumbé-Salissa à l'Ekana, qui, durant l'élection de 2016, avait constaté des cas de fraude organisés par M. Florent Tiba, parce que le candidat Sassou était en train de perdre dans les plateaux. Florent Tiba, qui est l'actuel directeur de cabinet et vice-premier ministre de la République du Congo. Donc, ce garde-corps de M. Tiba est allé faire tabasser M. Tiburs, et M. Tiburs est finalement décédé des suites de ce passage à tabac. Les familles ont essayé de protester, mais comme l'auteur des coups et blessures était de l'entourage de M. Tiba, par sa protection étendue, n'a jamais livré cette personne à la justice. La justice de Djambala a répondu aux familles qu'elle était impuissante de pouvoir poursuivre, vu qu'il s'agissait du général Tiba. Et je précise général Tiba pour vous rapporter justement l'architecture concrète de ce régime qui est apparu dans un autre rapport, le rapport Berselmann, que nous avons traduit avec l'aide d'Oris et que nous avions diffusé, qui disait que la survie du régime Sassou Nguesso ne tient plus que par l'usage de la force. C'est-à-dire, sans l'usage de la force brute, de la violence, ce régime n'a aucune légitimité, ni populaire, ni économique, ni politique.
Un autre cas maintenant, c'est, comme vous avez vu, c'est une architecture militaire qui vise à la répression et ce qui nous ramène à la politique, on va dire, de maintien de l'ordre, qui est en même temps la faute du régime, mais aussi qui installe dans la psyché des Congolais, dans la psychologie des Congolais, une forme de banalisation de la violence et de désacralisation de la vie humaine. Parce qu'il faut installer dans les gens le caractère non sacré de la vie humaine pour permettre les meurtres de masse. Et là, on arrive à tout ce qui est exécution extrajudiciaire. Aujourd'hui, du fait de la politique socio-économique désastreuse, de la politique éducative désastreuse depuis la vingtaine d'années, il existe des phénomènes de gangs, de bandes de jeunes complètement abandonnés à eux-mêmes, complètement, on dirait en Europe, ensauvagés en fait, qui n'obéissent à aucun code social parce qu'ils n'ont jamais réellement été éduqués. Et dans cette situation de tension économique du pays, ben, pour manger, pour se vêtir, pour accéder aux biens de consommation dont ils ont eux aussi besoin, ben, ils se livrent à des braquages, à des meurtres. Donc là, vous avez cette délinquance juvénile qui grandit, cette insécurité qui grandit dans les villes, et la seule réponse face à cette insécurité de la part de ces criminels de guerre que sont les auxiliaires de M. Jean-François Ndengue, c'est d'abattre les jeunes. C'est-à-dire tout présumé bébé noir, comme ils disent, est abattu systématiquement. Il n'y a pas d'enquête, pas de vérification, pas de rapprochement. Et ce qui entraîne la multiplication des bavures policières dans la ville. Et le rapport étaye plusieurs cas de violence, et ce qui nous emmène maintenant à Chakona. Qu'est-ce que le drame de Chakona? C'est, comme on dit, l'aboutissement de cette logique d'exécution extrajudiciaire. Pour faire bonne figure, et là, il faut savoir qu'il y a tout un système de raquettes des familles qui est aussi qui emmène à ce résultat de Chakona. Pour n'importe quel déplacement policier, il est demandé aux familles 24 000 francs CFA. Et quand les familles ne peuvent pas donner 24 000 francs CFA, on peut diviser le prix jusqu'à 12 000 francs CFA. C'est ce qu'eux-mêmes appellent là-bas les moyens de bord. Donc le moyen de bord, c'est je veux punir mon enfant qui est un peu délinquant, je paye 24 000 francs au policier qui vient le chercher et essaie de le discipliner. Et parfois, ça dérive, ça sera un autre cas, c'est le cas de Kélé. Mais là, ce qui se passe à Brazzaville, c'est que les policiers veulent faire du chiffre, ou veulent faire du zèle, décident de rafler dans le quartier tout ce qui bouge, les jeunes. Puisque quand les jeunes sont en prison, pour les faire sortir, ils vont demander de l'argent aux familles, et du coup, les jeunes vont sortir. Et ils raflent dans le quartier, donc c'était à Wenze, Talangaï, Mikalou, ils raflent. À qui mieux, dans des parcelles, des jeunes qui jouaient simplement aux cartes, d'autres qui revenaient de l'église, vraiment un panorama hétéroclite. Ce qui frappe en premier lieu, c'est la jeunesse de ceux qu'ils ont raflés. Nous sommes entre 13-14 ans et le plus âgé, 25-26 ans. C'est vraiment, comme on dirait dans un pays normal, les forces vives. Oui. On rafle des forces vives. On les entasse dans un cagibi, je crois, d'une dizaine de mètres carrés. Ils sont à plus de 40 dedans. Et on les torture. Et on les torture, jusqu'à ce que mort s'en suive. Et quand certains sont morts, on laisse les autres continuer à être au-dessus de ceux qui sont morts. Et il y a le sang, et avec la chaleur caractéristique de notre pays, la putréfaction s'accélère déjà. Et on est vraiment dans un sadisme, mais absolu. Et une fois que les morts sont constatés, ben, les cris avaient alerté tout le quartier, ce qui est assez, comme je dis, c'est pas que la faute du régime, puisqu'on a installé dans la tête des Congolais la désacralisation de la vie. Vous êtes du quartier, vous entendez des cris d'enfants torturés, et ce quartier est incapable de se mobiliser pour venir faire pression sur un commissariat où il y a quoi, une dizaine d'hommes. Avec quoi, 2-3 chargeurs? Avec quoi, 32 balles chacun? On laisse une quarantaine de gens être torturés à mort toute une nuit et les cris sont entendus dans le quartier. Donc il y a une forme de démission de la société congolaise face à l'extrême violence. Ce qui permet à ces gens-là d'agir à leur guise. Et le matin, une fois que les morts sont constatés, on dispatche les morts, on arrive à la partie que le rapport appelle
manipulation. On décrète que c'était des bébés noirs. Sur quelle base? On ignore. Qui ont participé à un risque au cours de laquelle l'un d'entre eux, c'est pas très clair, ou un monsieur donné est mort, dont on ne retrouve aucune trace. Et pourtant, Brazzaville étant une très petite ville en termes de population, dès qu'il y a un meurtre crapuleux quelque part, tout le monde est au courant. Nous avons fuyé. Ni les dépêches, ni la Semaine africaine, ni les journaux locaux ne relataient une bagarre les jours précédents et ont entraîné la mort d'un individu. Donc, on sort un individu ex nihilo qui serait mort dans une bagarre qui n'a jamais eu lieu et qui justifierait la mort, et ils disent bien par bagarre, d'une quinzaine de jeunes. La persistance de la société civile de l'OCDH en fait que la vérité finalement a pu éclater. M. Mungala a été contredit par le ministre de l'Intérieur, le ministre de l'Intérieur a été contredit, je crois, par le ministre de la Justice, ils se sont embrouillés entre eux, et la vérité a éclaté, les enfants avaient bien été assassinés. Après cet assassinat, il y a eu un procès. Le procès n'était pas gagné. Il y a d'abord eu une tentative de l'État congolais, non même pire que ça, de se porter partie civile. Contre qui? Contre la police. Donc l'État congolais... Son propre service. Voilà. Donc vraiment, on nage dans une guerre des services, une folie pure. Et cette insistance pour faire réclamer la vérité se heurte aussi à une pratique qui est là pour le coup culturelle, c'est l'achat des consciences et le silence lié à la tribu. Donc les enfants et les morts étant majoritairement issus des quartiers traditionnellement dits acquis au président, et toute la pression sociale et toute la pression ethnique a fait que, il est de tradition même que Jean-François Ndengue interdise les veillées, dit des veillées de bébés noirs. Oui. Il arrive même qu'il envoie ses services tabasser les gens qui font les veillées, piller les maisons des présumés bébés noirs, de manière à ce qu'ils ne puissent pas avoir agglutinement, parce qu'ils estiment que ce mécontentement social pourrait entraîner des troubles et emporter leur pouvoir. Et donc, les familles ont reçu chacune 2 millions de francs CFA pour se taire au départ. Toutes n'ont pas accepté, heureusement. Mais il y a eu, évidemment, achat de conscience pour justement empêcher la contestation sur les violences policières, de trouver dans Chakona un point de fixation. Malgré cet argent qui a circulé, les familles ont réclamé justice, certaines ont porté plainte et il fallait donner des fusibles. Du coup, on a livré les exécutants du commissariat, sans évidemment mettre en cause la politique de répression qui est conçue, voulue, orchestrée par M. Jean-François Ndengue. Donc, à ce moment-là, on arrive au fait que les familles arrivent à un jugement croupion. Des criminels ont 3 ans de prison, avec des aménagements. Je ne peux pas vous confirmer qu'ils sont réellement dans des cellules. Je ne peux pas vous confirmer qu'ils ont un mandat de dépôt. Il y a les avocats des familles qui ont fait appel, avec très peu de succès. Mais nous sommes déterminés à les aider à porter l'affaire auprès des juridictions beaucoup plus élevées que peuvent être la CEDH, la Cour européenne des droits de l'homme ou encore d'autres organismes avec lesquels le Congo a une coopération pour faire éclater l'entière vérité. Voilà, mesdames, messieurs, toujours ici sur Ziana TV, bien sûr, la chaîne au cœur des diasporas. Mon invité pour ce live spécial, c'est M. Andrea Gombe, qui est donc le coordonnateur du collectif Sasofi et avec lequel nous décryptons le rapport 2019 de l'OCDH. Vous savez que c'est un rapport qui a bousculé les autorités congolaises. Il y a eu des réactions très très vives. Restons d'abord sur Chakona parce que c'est quand même un moment, il n'y a rarement eu un meurtre, il faut dire des meurtres de masse dans une unité publique, notamment dans un espace public, et finalement avoué par l'État, et qu'il y ait des gens qui ne soient pas condamnés. En même temps, certains, quand vous avez eu des réactions, se sont dit, la société civile en a trop fait par rapport aux familles. Non, non. Il faut savoir que la démarche que nous sommes, c'est une démarche d'accompagnement. On ne peut pas se substituer aux familles.
mais on doit quand même participer à une éducation civique. La vie humaine est sacrée. Le caractère sacré de la vie humaine doit être compris, accepté des Congolais. Et nous voyons à travers les commentaires des différents réseaux sociaux, cette valeur de la vie humaine n'est pas partagée par tous les Congolais. Des commentaires qui diront c'était peut-être des bébés noirs, si un bébé noir venait tuer ta femme, qu'est-ce que tu dirais? Oui. Non, quelle que soit la violence dont on a été victime, on ne peut pas répondre soi-même directement par la violence. C'est pour ça qu'il existe un État, c'est pour ça qu'il existe des corps intermédiaires, c'est pour ça qu'on paye des ministres, c'est pour ça qu'on met en place une justice, c'est pour ça qu'il doit y avoir une police. C'est le rôle de la police, de la justice, de déployer dans un État une politique judiciaire, une politique sécuritaire. Quelle est la politique sécuritaire de M. Mboulou? Quelle est la politique judiciaire de M. Bininga face à la violence sociale que subissent les Congolais? Nous avons des cas encore à citer, justement. Dans ce cas Chakona, y a-t-il eu une déclaration du chef de la police? Où est l'enquête de la police des polices? Où on est, dans quel état on est, où on peut tuer une quinzaine d'enfants sans que le président ne s'en émeuve? Pas un mot, ni à son allocution de Nouvel An, ni à son allocution d'août. Au contraire, une forme d'arrogance à féliciter ses services. C'est-à-dire que les services qui tuent, qui violent, qui pillent, sont félicités, sont promus. Donc il y a une prime, justement, à la répression. C'est une méthode de conservation du pouvoir. Donc il n'y a, en tout cas de notre part, aucune exagération vis-à-vis des familles. Nous sommes là pour les accompagner, si elles le souhaitent. Mais sachant que, même si elles se taisent, la répression et la technique de conservation du pouvoir va continuer à s'appliquer à elles. Parce que là, nous n'étions pas en face de quelqu'un dans les buissons en train de fuir. Nous n'étions pas en face de gens armés qui cherchaient à prendre son pouvoir. Non, c'est que dans la technique même de conservation du pouvoir, il y a un quota de gens qu'il faut assassiner pour installer la terreur dans les esprits. Voilà, installer la terreur dans les esprits, Adrien Gombe, outre Chakona, est-ce qu'il y a aussi toujours, par rapport à ce rapport, d'autres cas? Oui. Même si Chakona reste quand même là où le regard s'est fixé, mais enfin, il y a des cas périphériques qui sont aussi graves. Hein. Oui, qui sont plus ou moins graves, parce que là, je veux dire, la nouveauté du rapport, c'est d'avoir aussi mis l'angle sur les violations des droits sociaux et économiques des Congolais. Donc évidemment, il y a tous les cas de corruption. Le fait que la justice n'a ouvert aucune enquête sur l'enregistrement illicite de Madame, comment elle s'appelle déjà, Claudia Lebumba Sassou Nguesso. Le fait que Denis Christian Nguesso ne soit pas encore entendu par la justice et certainement mis derrière les verrous suite au scandale répété où son nom apparaît, que ce soit Sundance Ressources, Filia, Gunvor, Trafigura. Le fait qu'un homme aussi sulfureux que Maxime Gonzian soit aujourd'hui l'intermédiaire principal entre le Congo et les investisseurs turcs, alors que son nom est cité dans le grand rapport Gunvor au Congo, qui montre en quoi les contrats emmenés et conduits par Maxime Gonzian et son fils, Yohan Gonzian, aujourd'hui époux de Antonella Ngoma, petite fille de Madame Sassou, montre que l'impunité, le vol, la concussion sont organisés au plus haut sommet de l'État. Le fait que dans l'affaire Semlex, qui est une grande affaire, un grand scandale, Madame Sassou étant citée pour avoir pris plusieurs millions d'euros, elle ne soit entendue par aucun service, bien qu'elle n'est protégée, en tout cas dans la Constitution congolaise, par aucune garantie. Elle ne bénéficie pas, au titre du mariage, de la protection juridique qu'a son mari en tant que président. Donc elle devrait au moins répondre et être entendue. Le fait que dans ce même rapport, et ce qui est très intéressant, la société Elengi, qui est une société créée par Madame Ingoba Delkassi, a été prouvée avoir détourné 310 millions de dollars via un montage assez opaque et de la société de son mari, M. Delkassi, le patron d'ENI, qu'elle ne soit, en tant que citoyenne congolaise, entendue pour haute trahison, parce que là, on est dans le domaine de la haute trahison, surtout dans ces temps de famine et de crise, montre bien que c'est une volonté d'État, il ne faut pas se tromper dessus, c'est une volonté d'État d'appauvrir les Congolais pour les maintenir dans un état de besoin, de suggestion,
d'incapacité à s'organiser. Et les autres cas qui sont mentionnés, c'est la violation des droits sociaux, dont des syndicalistes, notamment les syndicalistes du CHU, certains avaient été licenciés de leur travail alors que le droit congolais les protège en tant que syndicalistes pour faire leur œuvre de syndicat. Donc ça, c'était la grande grève du 12 mars 2018. Vous avez l'entrave à l'exercice du métier d'avocat. Un avocat comme Maître Steve Bagne, qui est un avocat assez brillant, jeune avocat, avait fait l'objet d'une arrestation arbitraire le 27 novembre 2017. Maître Essou, un autre cas qui avait défrayé la chronique, avocat du défunt M. Ntsuru, pour avoir rendu visite à son client quelques heures avant son décès suspect, avait été arrêté et suite à une mobilisation des avocats, il avait pu recouvrer la liberté sans qu'à aucun moment, dans le processus judiciaire, on se dise d'où venait l'ordre d'arrêter M. Essou, de manière à violer son droit d'avocat, qui est un avocat ne peut être retenu contre son gré qu'en présence de son bâtonnier et avec l'acceptation de son bâtonnier. Donc, normalement, dans le processus, il y a quelqu'un qui devait sauter, puisque c'est une erreur grave, compromettante, qui empêche d'exercer l'indépendance de la justice. Et le cas de Maître Boukounta Diallo, qui avait été victime d'insultes à caractère xénophobe de la part du procureur de la République, M. Okongakala, et qui avait fait l'objet d'une rétention arbitraire de 2 ou 3 heures contre son gré. Et là aussi, même chose, un procureur de la République dans n'importe quel pays constitué qui se rendrait coupable devant l'opinion de propos xénophobes et en plus d'une incarcération arbitraire devrait être viré. Et il faut préciser que M. Okongakala est colonel d'armée. Donc vous avez là l'architecture, comme je vous avais dit, de la violence instituée. Le Congo est une caserne et non un État. Voilà, mesdames, messieurs, le Congo est une caserne et non un État. Vous êtes en direct, bien sûr, sur Ziana TV, la chaîne au cœur des diasporas. Un entretien spécial avec André Ngombe, coordonnateur du collectif Ça Suffit, avec lequel nous explorons le rapport 2019 de l'OCDH. Alors, André Ngombe, ce rapport a suscité de nombreuses réactions, notamment les plus virulentes de la part du gouvernement congolais et surtout son porte-parole, M. Thierry Mongala. Qu'est-ce que vous en dites aujourd'hui? Il faut d'abord préciser qu'il y a eu un silence de 24 ou de 48 heures avant la virulence. Peut-être que le temps de le découvrir. D'accord. Oui. Mais je voulais ajouter juste, avant d'aborder je voulais parler des droits environnementaux et des droits sociaux. Le rapport, pour le terminer vraiment, parle de cas où les Congolais, de plus en plus, sont victimes de refus de soins par des médecins qui, pourtant, au titre du serment d'Hippocrate, devraient les soigner avant de réclamer de l'argent. On parle du cas de M. Sylvain Abedine, qui est évacué depuis Ouesso à l'hôpital militaire, à qui on refuse les soins et qui finalement rentre sur Ouesso et finit par décéder du fait de ne pas avoir été pris en charge par aucun service de l'État. C'est un cas simple, mais qui illustre en fait cette espèce d'abandon total dont sont victimes les Congolais de la part de leur État, et évidemment des pollutions environnementales, des sociétés Agile Congo à Kélé qui ont défrayé la chronique. Il est intéressant de préciser que Agile Congo est de la société dite chinoise, mais qui appartient en fait à un Congolais, M. Serge Pungi. M. Serge Pungi, qui est un associé très proche des milieux de la génération Capot de M. Aubapierre, détruit des rivières, pollue des eaux. Et ce M. Serge Pungi est en même temps consul honoraire de la République tchèque au Congo et est dans des réseaux avec des gens issus de la République tchèque pillant les ressources minières du Congo. Vous avez le cas de Kélé, donc la ville de Kélé, 8900 habitants, où il n'y a que 3 lieux d'approvisionnement d'eau qui sont à l'intérieur de la mairie et dont l'accès se fait difficilement avec des tracasseries. C'est juste des petits cas comme ça, mais qui illustrent en fait l'espèce d'arbitraire et d'abandon complet dans son pays congolais. Maintenant, je pourrais ajouter un point qui n'a pas été abordé correctement par le rapport, au sens où toute autre œuvre humaine est incomplète, mais le rapport essaye de le démontrer. La violence conjugale, la violence faite aux femmes, la violence faite aux minorités, notamment en particulier les peuples autochtones, sont légèrement soulignés, mais sont peut-être l'un des points qu'il faudrait mieux étayer, mieux documenter à l'avenir, parce que le silence des femmes congolaises face à la violence dont elles sont victimes participe
de la régression de la société congolaise. Il nous a été apporté un cas à travers les réseaux sociaux des femmes qui exploitaient les maraîchers derrière la présidence, oui, qui avaient été expropriées, 24 000 francs CFA chacune. Certaines sont déjà mortes dans la misère parce que c'était leur seul gagne-pain et n'ont jamais été indemnisées. La route a été construite avec le financement de l'AFD, avec l'autorisation du gouvernement congolais. Et les personnes qui exploitaient n'ont jamais été dédommagées correctement. Et c'est cette forme d'abandon total contre lequel nous nous battons et pour lequel les Congolais doivent être aujourd'hui capables de se réorganiser et de réclamer à leur État, à ceux qui prétendent le diriger, des comptes sur la gestion dont ils sont les auteurs. Donc si on comprend bien, pour résumer, pour bien comprendre l'état d'esprit de ce rapport, c'est que nous avons dans un premier temps un volet droits humains, voilà, donc avec tout ce que vous avez décrit tout à l'heure, on a un volet social, avec tout ce qui est lié à la crise actuelle, et on a un volet environnemental aujourd'hui qu'on constate, et c'est ça dont en fait... Et voilà, et c'est pour ça que résumer ce rapport, comme a voulu le faire M. Mungala, et un certain nombre de commentateurs sur l'aspect droits humains strict, c'est-à-dire un rapport sur les prisons, c'est le titre qui est donné, est faux et mensonger. Ceci empêche en fait d'étendre la question au véritable cœur du système du rapport, c'est le volet socio-économique. Il y a une forme d'abandon de l'État, d'une démission complète de l'État au profit des hommes en armes. Ce régime n'a plus qu'une seule solution, c'est de réduire ses dépenses autour de son armée, de sa police, c'est-à-dire de la milice ethnique de Sassou Nguesso et des soudards de M. Ndengue. Donc voilà, c'est ce qu'on pourrait, en tout cas moi à mon avis, tirer de ce rapport. Et donc par rapport à ça, on revient donc sur la réaction officielle du gouvernement qui a surtout insisté sur les droits humains en disant que le Congo est peut-être le pays où il vaut mieux être en prison. Il a fait ça de manière assez vicieuse et perverse. Vicieuse et perverse parce qu'il prétend que l'OCDH serait une officie en lien avec des officies. Mais ça, c'est un argument qui a toujours été... Oui, mais c'est un argument qui est subtil au sens où les gens à l'extérieur du Congo ne comprennent pas pourquoi ils le disent. Ils le prennent comme quelque chose de farfelu. Mais en fait, M. Mungala envoie un signal aux soudards du régime, envoie un signal aux mécontents, simplement, sociaux, que si le Congo n'arrive pas à signer avec le FMI et avoir de l'argent, c'est la faute de M. Nzila et de l'OCDH. En gros, la corruption n'existe pas, la concussion n'existe pas, les erreurs économiques avec la surtaxation des Congolais n'existent pas. Si nous ne signons pas, c'est à cause de l'OCDH. Et ce qui donne une licence, un permis à tous les mécontents qui n'ont pas mangé le matin, de se réveiller et de dire « j'ai pas mangé ». C'est la faute à l'OCDH qui a empêché à M. Sassou d'avoir l'argent. Pourquoi ils sont contre nous? Pourquoi ils sont contre l'État congolais? Et M. Nzila et les collaborateurs de l'OCDH peuvent être victimes de violences. Et ça n'a pas tardé. 2 jours plus tard, pour sortir du Congo et aller à une conférence à Nairobi au Kenya, à laquelle, et on l'a appris plus tard, le ministre de la Justice de M. Sassou devait participer. M. Nzila se voit empêché de sortir du territoire aux raisons qu'il devait produire un papier de la CNCS suite à la circulaire voulue par M. Florent Tiba. On retrouvera toujours les mêmes acteurs et M. Obara. Or, dans les conditions même de cette note, M. Nzila n'était pas employeur, donc il n'a pas à fournir ce papier. Et 2, il est citoyen congolais résidant au Congo, donc il n'avait aucune velléité d'aller s'installer au Kenya. Et 3, l'OCDH n'est pas connu comme une institution ou une entreprise en situation de faillite. Donc les 3 critères de la note qui sont être un étranger ou un employeur congolais, être une entreprise en faillite, voilà, et avoir des velléités de partir n'étaient pas réunis. Donc il y avait une velléité d'empêcher M. Nzila d'assister à cette conférence La Bonne Gouvernance dirigée par M. Bininga, parce que M. Bininga avait certainement peur, à l'occasion de ce sommet devant ses pairs, de se faire ridiculiser par la vérité. Voilà. Se faire ridiculiser par la vérité. Est-ce que,
après cet empêchement, y a-t-il eu d'autres vexations ou encore, je dirais, des sévices sur la personne de M. Nzila? Non, pour l'instant, ce sont des menaces indirectes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous pouvons estimer que M. Nzila est en sursis dans le Congo de M. Sassou. Et pourtant, c'est pas le premier rapport, je veux dire. Le CDH a toujours fait Oui. un rapport. Et Mais pourquoi celui-ci, en fait? Justement, celui-ci, parce que, en tout cas, ça c'est ma théorie, je n'ai pas de preuves. Simplement parce que M. Mungala a décidé que M. Nzila devait mourir. Parce qu'il a été blessé dans son ego, parce qu'il a été humilié dans ses propos. Et donc, il a décidé aujourd'hui que celui qui l'empêche de dormir, de faire son métier, de manger son argent tranquillement, c'est M. Nzila. Il a une dent contre M. Nzila et a décidé de le faire mourir. Donc c'est une affaire personnelle finalement. Ça a toujours été des affaires personnelles dans le Congo. L'État congolais meurt de la petitesse de ses hommes, qui, pour des intérêts particuliers, décident de tuer toute une communauté. Et c'est le cas de M. Sassou. Pour s'éviter la prison et les turpitudes de ses propres décisions, décide que tous les Congolais doivent mourir avec lui. Andrea Gombe, suite à cette sortie de Thierry Mungala, porte-parole du gouvernement congolais, vous aussi, vous êtes sorti accusant notamment RFI d'avoir plus ou moins amplifié ou donné plus d'écho au propos de M. Mungala. Est-ce que là, la chaîne ne faisait pas son travail? La chaîne fait son travail. Il faut reprendre notre propos dans le contexte. Nous disons toujours une chose, la même exigence qu'on a en Europe vis-à-vis des hommes publics, on doit avoir la même exigence vis-à-vis de n'importe quel homme public parce que nous, Africains, Congolais, ne sommes pas des sous-hommes. Donc, quand un ministre donne un propos délirant, peu importe sa qualité, ce propos délirant doit être encadré d'un chapeau, d'un avertissement. Et encore, dans la version écrite, le propos délirant n'apparaît pas. Mais dans la version audio, le propos délirant est gardé. Alors que ce propos délirant, même à l'audio, peut être coupé. Donc il y a une volonté de laisser circuler un appel au meurtre. Parce que ce que M. Mungala fait, c'est un appel à la violence contre l'OCDH. Si l'OCDH travaille avec des officines en vue de faire capoter les délégations du Congo, donc l'OCDH, par ricochet, se rend coupable d'atteinte à la sécurité de l'État. C'est la conclusion logique, juridique. Donc on prépare le terrain à une arrestation de l'OCDH, des membres, des collaborateurs au titre de la sécurité d'État. Et qui aurait diffusé l'audio? C'est RFI. Donc RFI, dans ces pays sensibles, a une double responsabilité. On ne peut pas laisser passer n'importe quel propos délirant. On serait aujourd'hui au Rwanda. Je serais ministre de je ne sais quoi, ou citoyen de je ne sais quoi, ou responsable de je ne sais quoi, passer sur RFI, donner des propos délirants à l'encontre de tel ou tel groupe social de manière même déguisée, tout le monde crierait au tollé. Mais pourquoi les Congolais devraient subir la propagande de M. Mungala sans chapeau, sans avertissement de la part de l'une des chaînes les plus écoutées du Congo? Donc notre réaction était par rapport à cela. Après, il y a toujours un emportement, une mesure qu'on peut comprendre et améliorer à l'avenir. Mais notre propos, c'était sur celui-là. Et encore, cette journaliste, en tout cas pour le peu d'enquête que nous avions eu sur elle, est une ancienne de Jeune Afrique. Et nous avons quand même, nous, une forme d'aversion pour les gens qui sont passés par cette espèce d'outil de propagande du régime Sassou qu'est Jeune Afrique. Et avait-elle, comme on dit, un retour de l'ascenseur à donner à ce régime? C'est elle et sa conscience, mais ce propos délirant pour nous ne devait pas passer sur une grande chaîne comme RFI. Voilà, mesdames, messieurs, vous êtes donc bien sûr en direct sur Ziana TV. Mon invité, M. Andrea Gombe, coordinateur de Sassoufi, avec lequel nous avons abordé une bonne partie, une partie, l'intégralité quasiment. Hein, mais non, pas l'intégralité. J'invite toujours les Congolais à lire. Allez lire le rapport. Il est disponible gratuitement. Allez le lire, lisez, informez-vous, lisez pour connaître. Surtout ceux qui veulent être des acteurs publics. Vous ne pouvez pas être acteur public si vous n'avez pas une prise sur la réalité du terrain. Il faut lire les remontées du terrain et former votre opinion, votre action sur la base des faits et non des sentiments, non des ressentiments comme trop souvent nous voyons les Congolais le faire. Non. Et cela sur Voice of America, au-delà du caractère spectaculaire du titre, on peut ne pas être d'accord avec le titre,
l'ancien ministre Alain Akwala a eu une réaction qu'il faut saluer. Il dit c'est un rapport utile, au-delà de la partie sensationnelle, médiatique. Le but d'un État, c'est de s'améliorer. Il faut prendre ça comme une contribution à l'amélioration. Et c'est ce que dit monsieur là. C'est la contribution de l'OCDH à l'amélioration des conditions dans le Congo. Ensuite, aux gens qui prétendent être en charge de s'approprier le document et de faire ce qu'on appelle les mesures correctives nécessaires. Personnellement, nous savons qu'ils ne pourront pas le faire parce que c'est leur logique, mais dans un État normal, ce serait ce qui devrait se passer à la suite d'un tel rapport. Voilà, en attendant qu'il le fasse, Adrien Gombe, c'est vous aujourd'hui qui nous donnez les lumières par rapport à ce rapport. Revenons sur des gens de terrain, puisque vous parlez qu'il faut se faire une opinion sur le terrain. Aujourd'hui, Ras-le-Bol est sur le terrain. Vous connaissez très bien ce mouvement avec ses acteurs. Il y a eu une opération qui a été lancée cette semaine. Voilà, 1000 plaintes. 10 000 plaintes voilà. Contre l'État congolais. Certains se disent, on va aller porter plainte où? On va porter plainte au tribunal. On va porter plainte au tribunal pour faire ce qu'on appelle prendre un régime à son propre mot. Si, comme le pérore M. Mungala, le Congo est un État de droit, les citoyens ont le droit d'aller déposer des plaintes. Donc les magistrats ou les juges qui sont là ont le droit de pouvoir... Voilà, traiter. Oui. Et pour quel motif? Pour tous les motifs. On peut porter plainte sur l'électricité, on peut porter plainte sur la violence policière, la violence faite aux femmes, je vous en ai parlé, le harcèlement sexuel dans les ministères, le harcèlement sexuel dans les cabinets de ministres, la pédophilie qui est très rampante dans le Congo, la promotion de l'alcoolisme. Il y a autant de motifs. Mais les motifs, la prolifération des gourous et des églises bizarres, des dérives sectaires dans le pays. On peut porter plainte à cause d'un voisin qui fait trop de bruit et le fait que l'État ne régule pas, comme la loi l'oblige, les pollutions sonores, etc., etc. Tout ce qui a un mécontentement peuvent se joindre, et même pas peuvent, doivent se joindre à ce mouvement qui est courageux, avec lequel on travaille en très bonne intelligence, qui doit être soutenu par la population. C'est d'abord par la revendication de nos droits sociaux que nous devons commencer une forme de révolution culturelle des Congolais. Aujourd'hui, la logique, il voudrait que, parce qu'on a crié Moïbi voleur, on prend quelqu'un en main des pneus, on le brûle, doit s'arrêter. C'est-à-dire, on ne peut pas réclamer de l'État de ne pas être barbare quand les citoyens se comportent de la sorte. Donc, il y a une forme d'évolution sociale, prise de conscience citoyenne que les Congolais doivent avoir. Et les 10 000 plaintes sont un bon moment pédagogique pour les Congolais. Est-ce que vous savez, ça va se faire comme c'est chacun dans sa ville? Concrètement, ça se passe comment? Non, je n'ai pas le détail de l'opération, je ne pourrais pas vous le dire. Okay. On pourra organiser une prise de parole par M. Charlin Kinwani et ou tous les autres du Ras-le-Bol. Non, ils sont les. Mais c'est une opération inédite, il faut quand même dire que c'est une autre manière. Non, c'est ce que je dis. Voilà. Oui, c'est une opération inédite, une autre manière. C'est inédit, mais le Ras-le-Bol est coutumier du fait, au sens où ils avaient dénoncé ce qu'on appelle aujourd'hui Liboulou Yabouya. Liboulou Yabouya, le fait sont les érosions dans le quartier Ngamakoso. Voilà, qui sont coupés, qui ne faisaient réagir personne. Et suite aux différentes vidéos faites par Franck Zila, ne pas confondre avec Trésor Zila, le gouvernement a été obligé de réagir. Oui. Donc il y a une forme aussi de mobilisation, de pression citoyenne qui fonctionne. Parce que de près ou de loin, ces dirigeants de fait sont redevables. Et il faut les obliger à réagir sur les problèmes qui touchent les Congolais. Voilà, des problèmes qui touchent les Congolais. On va revenir rapidement dans l'esprit de ce rapport sur le cas Kalakala. Monsieur Kalakala est mort. Il a été enterré cette semaine. C'est quelqu'un qu'on a cité aussi dans le rapport 2016, par rapport aux violences dont il avait été victime. Qu'est-ce que vous aurez à dire? J'aurais à dire, demandant à monsieur Mungala où en est l'enquête. Il s'était précipité sur les micros et j'insisterai. Ça, il sait très bien le faire, monsieur. Oui, c'est justement, voilà pourquoi le rapport a pour titre manipulation de l'opinion internationale. Il est venu au micro dire que c'était monsieur Kalakala avait été victime de bandits de grand chemin. Oui. Bon. Qui ont eu du cœur, qui l'ont ramené devant la mort. Non, et surtout, des bandits de grand chemin qui prennent quelqu'un qui n'a pas d'argent, qui le garde plus d'un mois et qui après le ramène tranquillement en voiture pour le laisser devant la morgue. Des bandits comme ça, j'en veux et j'en redemande. Non, monsieur Kalakala a été victime de torture au camp de Lifula, dans une prison secrète dirigée par monsieur
Philippe Obara pour le faire avouer ce qu'il ne savait pas, pauvre de lui, où se cachait M. Okombi Salissa durant sa clandestinité. C'est une méthode traditionnelle du régime congolais de penser qu'en torturant les gens, on pourra obtenir des informations et des aveux. Donc voilà, M. Kalakala, le cas Kalakala, c'est ça. Et suite à l'incapacité de faire avouer M. Kalakala, pensant qu'il était déjà mort, ou en tout cas qu'il n'allait pas durer aussi longtemps, l'ont laissé à l'endroit habituel où il laisse les cadavres, c'est-à-dire devant la mort. Et ils sont partis. M. Mungala avait promis une enquête. M. Kalakala aujourd'hui a rejoint les pères. Lui au moins, comme on dit, ne pourra pas retourner sa veste. Il a fini le chemin, il a fini glorieusement le chemin dans ses convictions. C'est nous qui restons, qui devons perpétuer non seulement sa mémoire, mais demander vérité et justice. En cela, les premiers concernés, c'est sa famille, qui doivent s'associer à ces 10 000 plaintes, qui doivent réclamer la vérité, qui doivent réclamer la lumière. Et nous, en société civile, les acteurs politiques, seront avec eux, derrière eux, pour faire éclater la vérité. Et ce n'est qu'ensemble qu'on pourra le faire. Si, en revanche, comme la veuve Ntsuru, comme la famille Ntsuru, comme un certain nombre d'autres cas du Congo, ils décident que les miettes volées du trésor congolais peuvent acheter la mort de leurs proches, nous sommes démunis. Nous ne pouvons agir qu'avec les ayants droit, que ce soit devant la justice européenne, les justices de n'importe quel pays. Il nous faut des ayants droit. Nous ne sommes pas les ayants droit de M. Kalakala. Malgré toute la compassion que nous pouvons avoir pour lui, nous ne sommes pas ses ayants droit. Ces ayants droit doivent se lever, réclamer, militer, et la vérité sera au bout du chemin. Voilà, la vérité au bout du chemin. Andrea Gombe, nous sommes toujours donc, mesdames, messieurs, en direct, bien sûr, sur Ziana TV. Et vous constatez avec nous qu'en ce moment, les choses se font normalement. Andrea Gombe, par rapport aux étudiants, on a, il y a quelques années, même pas quelques années, il y a quelques temps, lancé une campagne avec Oris, Marcus Kissa et tous les autres. Par rapport à la situation de la Russie, il y avait Cuba qui était dans un coin, mais on ne voyait pas la chose venir, que ça allait venir plus de Cuba. On a vu ce que ça a donné aujourd'hui. Cuba, que ce soit au Sénégal, que ce soit au Maroc ou ailleurs, ben, les choses ne se passent pas comme prévu. Il faut faire ton boulot. Voilà, donc notre live continue. Andrea Gombe, par rapport à la situation des étudiants, qu'est-ce que vous en dites aujourd'hui? Principalement, je dis que les étudiants ont raison. Les étudiants ont complètement raison de réclamer leurs droits sociaux. La bourse est un droit, peu importe comment elle a été acquise, elle est un droit. Étudier est un droit universel reconnu par l'UNESCO. Mais surtout, je ne vais pas me faire le juge de ce qu'ils ont fait, mais je vais juste leur suggérer quelque chose à laquelle j'ai beaucoup pensé. L'argent se trouve dans le ventre de M. Bruno Richard-Itoie, cité dans les Panama Papers. L'argent du Congo est dans son ventre. S'il y a une personne aujourd'hui qui doit faire sortir les bourses des enfants, c'est M. Bruno Richard-Itoie. Donc il est inutile de tourner autour du pot, dans leur mot d'ordre, dans leur motivation, comme dans un pays normal. Les étudiants doivent réclamer la démission du ministre qui a été incapable de provisionner et de gérer la bourse. On ne parle pas, comme dans des États, que ce soit l'Inde ou ailleurs, de millions d'étudiants. On parle de milliers d'étudiants. C'est-à-dire que si on a 10 000 étudiants au Congo, c'est déjà même le maximum. Donner une bourse à 10 000 personnes, ce n'est pas envoyer une fusée sur Mars. C'est zéro en termes de technologie. Tenir un fichier pour savoir qui a fini son cycle ou pas, c'est pas de la sorcellerie. C'est une incurie complète de M. Bruno Richard-Itoie, qui, à ce titre, doit remettre son tablier. Et les étudiants doivent réclamer sa tête. C'est comme ça que ça se passe. Et les étudiants, on a parlé sur le cas de Chakona, les jeunes, c'est les forces vives. Si les jeunes restent dans une attitude culturellement parlant, comme ils disent, pour endormir les masses, de bantou,
de maman Sassou, de papa Sassou qui doivent venir à leur rescousse, on ne s'en sortira pas. En revanche, s'ils acceptent le fait qu'ils sont citoyens, s'ils acceptent le fait qu'ils sont des individus autonomes et pour certains, au-delà de 18 ans, majeurs et vaccinés, ils doivent prendre leurs responsabilités parce que les mêmes qui les dirigent, à 32 ans, M. Sassou, étaient déjà au pouvoir. Les mêmes qui les dirigent à 28 ans étaient dans des postes ministériels en train de gérer la chose publique. Donc ils n'ont pas à reculer, ils n'ont pas à baisser la tête, ils n'ont pas à aménager. Ils doivent réclamer de manière unitaire, forte, leurs droits. On ne leur demande pas de faire de la politique, on ne leur demande pas de demander le départ de M. Sassou. Ce n'est pas leur métier, ce n'est pas leur mot d'ordre. Leur mot d'ordre, c'est notre bourse, nos conditions d'études, et la tête du ministre, puisqu'il a été incapable de gérer la situation. André Gombe, on va terminer cet entretien par une nouvelle toute fraîche. Je pense qu'elle est arrivée dans la nuit. C'est la lettre adressée par Mathieu Pigas, donc le patron de la Banque Lazare, et M. Strauss-Kahn, qui est donc le patron de la boîte Parnasse, qui conseille le gouvernement congolais en leur disant, mais voilà, une restructuration de la dette qui a été annoncée, je dirais, en fanfare par le gouvernement congolais. Aujourd'hui, ce sont les premiers conseils du gouvernement qui sont plus ou moins dans l'expectative en se disant, écoutez messieurs, vous êtes allés signer un accord là-bas, mais nous on n'était pas au courant, mais on est un peu inquiet. Est-ce que... Qu'est-ce que ça dénote en fait, ça dénote trois choses. Un, que la manipulation de l'opinion internationale est le mode de gouvernance congolais. C'est-à-dire qu'on a annoncé en fanfare pour maquiller, en fait pour permettre au noyau dur du régime de continuer à y croire. Parce qu'ils ont besoin d'y croire que leur champion fait toujours l'affaire. Oui. Mais la vérité est cruelle pour lui, c'est qu'il n'a pas compris que nous avons changé de siècle, nous avons changé d'époque, que les vieilles méthodes staliniennes qu'ils utilisaient à l'époque pour qu'un message télégraphique quitte New York, arrive à Brazzaville, il avait le temps de mentir à la population locale. Aujourd'hui, c'est en instantané. Ce courrier dénote que la dette chinoise, sa quantité, sa qualité n'est connue de personne que de Sassou Nguesso, son neveu Bouya et son cercle intime. Personne d'autre. À tel point que même les conseils qu'il paye extrêmement cher, M. Pigas et M. Strauss-Kahn, sont tenus à l'écart des négociations avec la Chine. Ils n'étaient pas associés. Donc ils n'ont pas été associés. En Chine avec M. Ganongo, eux, ils étaient absents. Et même, dans ce cadre-là, pour une précision, ils sont allés en Chine voir une banque d'affaires. Ce n'est pas l'État chinois qu'ils ont rencontré. Ce n'est pas avec l'État chinois qu'ils ont signé. Ils ont signé avec la banque d'affaires Exim Bank. Donc déjà, on pourrait dire que l'État chinois se lave à peu près les mains de cette affaire. Deuxième point dans la lettre, ils disent que les conditions de cette clause-là, le peu qu'ils en ont vu, semblent être défavorables à l'État congolais. Qui est ce ministre, dans une situation catastrophique de dette et de faillite, qui se déplace, avec l'assentiment de son président, pour signer un accord défavorable à l'État qu'il est censé défendre? Cela s'appelle en droit de la haute trahison. M. Bouya s'est rendu coupable par la signature de cet accord d'une haute trahison vis-à-vis de l'État congolais, du peuple congolais et des générations futures. M. Strauss-Kahn et M. Mathieu Pigas ajoutent qu'ils ont entendu, donc même eux ne sont pas informés, voilà, via Bloomberg, donc oui, via un média, oui, donc ils ne sont même pas dans le secret, que quelque chose aurait été conclu avec les traders pétroliers, dont Trafigura, Glencore principalement. Et ils mettent en garde que si les conditions de cet accord sont comme celles de l'accord chinois, vous voyez à tel point ils mettent de la prudence, et défavorable évidemment au Congo, il est à parier, d'après leur expérience, que le dossier congolais sera simplement, et purement et simplement rejeté par le conseil d'administration du FMI à la session du 5 juillet prochain. Comment faut-il comprendre cette lettre? Nous le percevons comme une volonté
de la part de M. Pigas et de M. Strauss-Kahn de se protéger juridiquement, parce qu'ils ont certainement un contrat qui les oblige à résultat, et le client, en l'occurrence l'État congolais, refusant de mettre en application les recommandations des conseillers qui sont payés pour cela, ben les conseillers estiment, via ce courrier, qu'ils ne peuvent être tenus responsables en cas où le dossier serait rejeté et donc serait peut-être... Parce que normalement, ils devaient amener le Congo à signer avec le FMI sans encombre, en fait. Voilà. Alors là, c'est comme on dit, c'est mission impossible. Oui. C'est-à-dire qu'on ne fait pas boire un âne qui n'a pas soif. Voilà. Ils disent, bon, visiblement, vous n'entendez rien, nous ne pourrons pas être tenus responsables s'il n'y a pas signature. Voici pourquoi, les clauses, pourquoi. Oui. De manière à ce que, si le Congo de M. Sassou serait tenté de ne pas les payer à échéance du fait que la signature n'a pas eu lieu, ils pourront opposer au Congo ce courrier. Et donc, évidemment, créer de la dette encore. Du point de vue congolais, qu'est-ce que ce courrier montre? Ce courrier montre que Pigas et Strauss-Kahn lâchent Denis Sassou Nguesso. Donc, comme a dit Guy Mafimba, les raquettes le navire, c'est ça? Voilà. Dire que c'est trop chaud, ce n'est pas tenable, nous ne sommes plus là. Ça ne nous concerne plus. Nous lavons les mains sur ce qui pourra arriver. M. Sassou a pris acte. Il ne faut pas le prendre pour... Une lettre qui a été adressée au Premier ministre, oui, à Clément Mwamba. Oui, M. Mwamba, nous pensons que c'est M. Mwamba autour de son milieu qui a organisé la fuite, de manière lui aussi à se dédouaner. Se laver la main en disant... C'est-à-dire qu'en cas de non-signature, on ne pourra pas dire que c'est Mwamba qui a dormi, c'est Mwamba Ngouba, c'est Mwamba ceci, voilà, je veux dire que non, il aura lui aussi, en tant que technocrate, essayé de faire dans un environnement... C'est un économiste, hein, M. Mwamba. Voilà. Bon, assez médiocre, parce que les gens... les gens oublient la BCC. Il a conduit à la faillite l'une des plus grandes banques congolaises sans jamais passer par aucun procès. J'étais encore très petit, en 93, quand l'armée congolaise ou les ninjas, je ne sais plus très bien laquelle des factions, au fin fond de la rue Mbama, tiraient chez lui. Je me souviens que les combats s'étaient arrêtés parce que de l'argent tombait du toit. Et les gens étaient accaparés à voler l'argent avant de reprendre les combats. Donc, non, il a sa responsabilité dans le marasme du Congo, M. Mwamba. Je ne fais pas de lui un agneau. Et c'est un économiste assez médiocre, parce qu'on le dit, trop d'impôts tue l'impôt. La politique fiscale et monétaire conduite par son gouvernement, notamment la politique fiscale et de taxation, étouffe l'économie congolaise. Et est en train, en fait, d'accélérer la chute du régime. Et enfin, il se lave les mains et dit « Je ne suis pour rien dans cette affaire, il n'écoute pas Pigas, il ne m'écoute pas, il va signer avec son neveu tout seul en Chine, on ne sait pas quoi faire, vraiment Congolais, c'est eux, ce n'est pas moi. » Donc ça, c'est comme ça qu'il faut le prendre. Et enfin, du point de vue de M. Sassou, c'est ce que nous avions toujours dit, c'est aujourd'hui la notion de suicide collectif. Il a décidé qu'il veut mourir au pouvoir, qu'il va mourir au pouvoir, et sa priorité, on l'avait démontré dans l'analyse du budget 2018, le premier poste en dehors de la dette au Congo reste l'armée. Les rumeurs données par la lettre du continent disent qu'il va en Russie pour acheter de l'armement. Sa priorité à lui, ce n'est pas les bourses. Sa priorité, ce n'est pas les retraites, ce n'est pas la santé. Sa priorité, c'est la conservation du pouvoir au bout du fusil. Et une fois que les Congolais doivent bien l'intégrer, ils ne doivent rien attendre de positif de ce gouvernement, mais plutôt être capables d'aller réclamer à leur armée, à ce qu'il en reste d'armée républicaine, de prendre ses responsabilités. Comme ce qui s'est passé au Soudan, comme ce qui s'est passé en Algérie, et comme ce qui doit se passer tôt ou tard, nous l'espérons, au Congo, des Congolais capables d'aller au moins, au minimum, demander à l'armée de prendre ses responsabilités. Puisque c'est une affaire entre le général Ntiba, le colonel Okongakala, le général Ndenge, le général Obara, le général Sassou. C'est entre les militaires. Il est grand temps de régler cela. Sauver quelques-uns, tuer un pays, ou sauver un pays et régler leur compte à quelques-uns. Il faut choisir.
Adrien Gomes, je vais vous faire traverser le fleuve Congo à pied pour aller du côté de Kinshasa rapidement. Vous n'êtes pas intervenu depuis l'avènement du nouveau président Tshisekedi. Il n'y a pas de gouvernement 100 jours après. Quelle lecture en faites-vous? Une lecture déjà qu'il ne faut pas prendre le cas de la RDC comme le Congo-Brazzaville. La RDC est une république parlementaire et avec des gouvernorats. C'est-à-dire qu'on peut être dans le Kivu, dans le Bac, le Kwilu, le Congo central, avoir un gouverneur, un gouvernement provincial qui gère. D'accord. Donc, qu'il y ait de gouvernement central ou pas, les affaires peuvent continuer à rouler. Et c'est pour ça, pour ceux qui ont de la mémoire, que Kasavubu et Lumumba se battaient. Lumumba tenait le gouvernement, Kasavubu était le président, était là, il flottait quasiment dans la nature. Donc, il y a quelque chose déjà de l'organisation même institutionnelle qui permet cela. Et notre point de vue reste collé à celui de nos partenaires de Filimbi, qui sont de la société civile de la RDC. Ils estiment que l'élection était plus ou moins reprochable, mais que c'était un bon pas dans la bonne direction. Et toute construction humaine étant inachevée, il est question pour la société d'accompagner l'évolution institutionnelle de la RDC jusqu'à arriver tôt ou tard à une pleine et entière démocratie. Et nous voyons très bien que les signaux envoyés par le président Tshisekedi sont plutôt favorables aux droits humains, des libérations de prisonniers, avec des limogeages de personnes impliquées dans des affaires de droits humains graves, avec une volonté de transparence. Et nous l'encourageons dans cette démarche. Donc, entre-temps, Fayulu, il peut continuer à faire le tour du monde. C'est même la preuve même que c'est une amélioration. Je ne pense pas que sous Kabila strict, il aurait pu même... Et ailleurs, il ne serait même pas sorti du territoire. Voilà, et encore sorti de son quartier. Il a renvoyé des gens chez lui. Donc, vous voyez très bien qu'on est dans une logique. Et en plus, je l'ai toujours répété, même si à Brazzaville, ça ne s'entend pas. La démocratie en RDC est beaucoup plus avancée que le Congo depuis très longtemps. Il y a une réelle pluralité médiatique, il y a un réel débat public, il y a des vrais entrepreneurs, c'est-à-dire des vraies personnes qui ont vraiment fait de l'argent à la sueur de leur front, à la sueur de leur génie, contrairement au Congo où tous les grands entrepreneurs qui ont pignon sur rue sont des fabrications artificielles du régime. Quand on parle de M. Etoka, de M. Obambi, de M. je ne sais qui, c'est souvent, de près ou de loin, des espèces d'instruments de blanchiment d'argent du régime Sassou. Donc, le fait d'avoir des entrepreneurs libres, qui ont de l'argent par eux-mêmes, permet aux gens d'être indépendants vis-à-vis du pouvoir politique, ce qui n'est pas souvent le cas au Congo. Ce qui n'est pas souvent le cas au Congo, Adrien Gomes, on vous a rarement, on peut même rester toute la journée pour continuer à explorer cette actualité. Les procès ont commencé ici à Paris, notamment entre les officiels congolais et les activistes ou les combattants ou encore les résistants congolais ici à Paris. Hier, c'était John Bidinzaba qui était face à Monsieur Adada au tribunal de grande instance de Paris. Et ça aussi, est-ce que pour vous, c'est une volonté de pouvoir arrêter, je dirais, le combat parisien, ou bien ça reste là aussi le cours normal des choses dans un pays démocratique? Non, c'est le cours normal. Monsieur Adada vit en France, il a le droit d'aller devant un tribunal, voilà, s'il estime que son honneur a été bafoué, oui, il apporte ses éléments, Monsieur Binit apporte ses éléments, ça c'est le cours normal. En revanche, ce qui est anormal dans ce qui se passe, c'est de se dire que les mêmes qui estiment pouvoir se faire justice librement en France sont les mêmes qui empêchent la justice de suivre librement son cours au Congo. Monsieur Adada a l'impudence d'aller devant un tribunal en France, alors que Monsieur Binit serait incapable aujourd'hui de poser le pied au Congo et d'aller devant un tribunal réclamer justice pour ses parents qui se sont fait assassiner, pour sa mère qui a été spoliée, pour son cousin qui est cela. Donc il y a une espèce de perversité dans la façon de faire de ces gens-là. Et M. Adada, pour faire une révélation, voilà, pour vous dire que nous savons, avec la société Roda, Rodolphe Daniel du nom de sa femme, propriétaire dans le 7e arrondissement, dans le même immeuble qu'un grand député français, M. Yves Pozzo di Borgo. Nous savons, je vous donne des éléments très factuels. La société Roda, dans un montage très opaque,
avec des sociétés en Angleterre, possède des participations dans à peu près centaine d'autres boîtes. Monsieur Adada, via sa femme et l'école, l'une des premières écoles publiques privées du Congo, qu'on appelle vulgairement l'école Madame Adada, l'école Clé Phoenix, paye-t-elle correctement sa CNSS? Est-ce qu'elle n'est pas dans un schéma d'évasion fiscale depuis une quarantaine d'années? Qu'a-t-elle produit de positif avec son école, au-delà du fait d'être un entre-soi des enfants du régime? Voilà les questions que les Congolais doivent se poser. Monsieur Adada peut amuser la galerie, mais il aura tôt ou tard à faire la justice dans les faits de blanchiment, d'enrichissement illicite. Parce que le 7e arrondissement, avenue Ségur, là où il a son appartement, c'est l'un des endroits les plus chers de Paris. Comment un mathématicien à la retraite, bien que ministre plusieurs fois, a pu acquérir en une seule carrière, en une seule génération, du village où il était, acquérir ce pognon? C'est terminé? On n'a plus de... Ben, on va continuer. Si tu as de la technique, si le technicien nous dit qu'on est encore en live, ben, on va voir. Normalement, non, mais le technicien dit qu'on est toujours en live. Ok. Oui, le technicien a raison. Ben voilà, ben les techniciens ont toujours raison. Allez-y, allez-y. Donc voilà. Donc c'était ça. Donc, ouais. Nous avons des éléments factuels sur M. Adada. Moi, personnellement, je n'ai pas le montant de sa fortune et ce chiffre m'intéresse peu. C'est plutôt les modalités d'acquisition des biens qui m'interrogent fortement, à moins que sa femme ait hérité. Et encore, ça se saurait, dans les greffes, dans tout cela. Donc voilà, ils sont comptables d'une gestion chaotique. Monsieur Adada a été plusieurs années ministre des Affaires étrangères. Les ambassades sont toujours dans des situations chaotiques. Les ambassades n'ont toujours pas de régime consulaire complet, c'est-à-dire capacité, comme toute grande ambassade, de délivrer des documents directement. Nous avons, dans les cas de grandes républiques, ce qu'on appelle les écoles consulaires, que ce soit les écoles françaises et tout. Le pays que nous avons comme un pays pétrolier, comme un petit Koweït et tout cela, devrait se prévaloir d'outils de puissance. Mais voilà. Quel est son bilan au ministère des Affaires étrangères à part embaucher ses parents? Et le premier d'entre eux, je ne citerai pas son nom, récemment, on m'a dit que l'ambassade s'est recroquevillée autour d'un noyau extrêmement tribal. C'est pour vous dire. Monsieur Adada, en tant que nouvel ambassadeur, a-t-il mis à pied son collaborateur qui avait exercé de la violence, des coups et des blessures sur ma personne? Non, jamais, rien. Donc voilà, c'est une forme d'impunité complète, donc il participe d'un système. Voilà. Voilà, Andrea Gombe, merci. Merci à vous. Voilà, mesdames, messieurs, merci de nous avoir suivis. Vous avez été assez nombreux à suivre ce live. Merci encore à tous ces hommes et toutes ces femmes qui aujourd'hui continuent de soutenir l'Action Ziana TV. Merci à l'équipe technique. Merci à notre invité Andrea Gombe. Portez-vous bien, le programme continue. Au revoir.